Oui. Oui. Et donc, nos élites ont cru à leurs mensonges, les mensonges judéo-chrétiens, Arnaud. Ah oui. Puis Arnaud, sur le phénomène Yakovlev qu'on suit ensemble depuis un bout de temps, pour moi, c'est significatif. Qu'est-ce qu'on a entendu ces derniers jours? Arnaud. Oui, je crois que ça va au cœur de ce qu'a mis en exergue Alain sur une forme de psychopathie. C'est-à-dire que même des gens comme Yakovlev, qui sont des compagnons de route, hein, des gens qui sont plus intéressés par leur avancement personnel, professionnel, finissent à un moment donné par se dire mais dans quel truc je suis en train de me foutre. C'est-à-dire que il y a quelque part ce doute que ça va mal se finir et qu'à un moment donné ils devront rendre des comptes. Et beaucoup de gens sont passés par là. Alors, il n'était pas complètement militant dans la cause suprémaciste, mais même des gens qui n'étaient pas forcément sensibilisés à l'existence de ce suprémacisme, des gens comme le général de la Ward qui faisait son travail. Lorsqu'il a été muté, enfin travaillé au Liban Sud, il a pu s'apercevoir qu'il y avait un problème majeur. C'est pas quelqu'un qui de lui-même s'est réveillé un matin et a décidé d'étudier la question qui nous importe aujourd'hui. Mais c'est juste qu'il a été confronté de manière aussi directe et assez flagrante aux injustices profondément ancrées dans ce qui se passe dans la région et par extension dans le discours de leur relais en France et ailleurs en Occident. Et de plus en plus de gens, justement, se réveillent. Et les événements de Gaza depuis le 7 octobre 2023 n'ont fait qu'amplifier ce phénomène de réveil général. Et aujourd'hui, les gens, ça vient de sources, de recoins dont on n'aurait jamais imaginé une seconde qu'ils puissent exister, qui revendiquent une forme de scandalisation, une forme de dégoût, il faut le dire. Le mot, c'est vraiment un dégoût par ce qu'ils voient et un écœurement. Hein. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que je suis en ce moment les échanges, par exemple, entre Roger Stone et Laura Loomer. Peut-être que Yann pourrait nous en parler s'il a suivi ça aussi. Je veux dire que c'est pas piqué des hannetons non plus, quoi. Roger Stone, c'est pas quelqu'un qu'on peut accuser d'être comme on dirait dans la parlance américaine, un gaucho libéral, voilà. C'est quelqu'un qui soutient encore aujourd'hui Donald Trump, mais qui a compris que son ami, puisque bon, il l'a sorti tôt quand même, hein, il lui a sauvé la mise, était entouré par des gens extrêmement malfaisants, quoi. Et là, il se décide à porter le fer, et il va exposer, enfin, c'est son intention exprimée en toutes lettres, en tout cas sur le réseau Twitter, d'exposer les sources de financement de la Laura Loomer, qui est, je dois dire, alors, je dirais pas que jusqu'à dire que elle gagne à être connue, mais c'est pas tout à fait ce que je veux dire, mais pour comprendre l'hystérie à laquelle Alain fait référence et la psychopathologie, j'invite nos téléspectateurs et autres auditeurs à se pencher sur le cas Laura Loomer. Je veux dire que c'est pas piqué des hannetons. Ils sont des orduriers. C'est vraiment du langage ordurier qu'on a. Mark Levin qui traite Nick Fuentes de petit Adolphe. C'est le niveau. Le niveau, c'est vraiment à ce niveau-là. Ensuite de ça, Megyn Kelly qui se fait traiter de salope aussi. C'est vraiment très ordurier. Et ça nous met à la fin de ce processus de dissonance cognitive que moi-même j'ai vécu. J'étais un ancien gauchiste jusqu'en 2015 à peu près. Et j'aime bien utiliser cette métaphore-là. Depuis le milieu du 20e siècle, nous avons vécu dans la Watt, nous avons vécu dans un genre d'utopie d'âge d'or où on était dans les Frères d'armes, comme la télésérie de HBO, où on suit les combattants américains libérer l'Europe des méchants nazis qui ont mis les Juifs dans les camps de concentration. Et là, ce monde-là est en clash. C'est pas ça qu'on voit. Ce qu'on voit, c'est l'Empire dans Star Wars qui détruit Alderaan, une planète, juste pour combattre des rebelles à Gaza. C'est ça qu'on voit. Donc là, on a un clash. On est-tu des démocrates pacifistes qui veulent pas de génocide ou on est-tu l'Empire dans Star Wars qui détruit une planète pour combattre une rébellion? Et comme Machiavel dit,
tu peux pas prendre les deux en même temps. Tu peux pas prendre la voie du milieu, il faut que tu choisisses. Choisis un bord ou de l'autre. Là, présentement, on arrive au point culminant de cette route-là. Est-ce qu'on croit encore à Frères d'Armes puis à la lutte anti-génocide, anti toutes les affaires qu'on a vécues dans la jeunesse, ou est-ce qu'on ne croit plus à ça? Et là, ce qu'on voit, c'est des bons gars, genre Alexandre Cormier-Denis, les droits tardés que vous appelez, qui célèbrent avec B'nai B'rith pour freiner la tentative de Rima Hassan de venir dénoncer le génocide à Gaza, au Canada. Donc, elle était censée venir faire une visite. Les islamo-gauchistes canadiens, québécois allaient la recevoir. Ça allait faire énormément de tapage médiatique. On l'a refoulé aux douanes. Et ensuite de ça, en plus, le département de la justice française, le parquet, qui lance des enquêtes. On est rendu à deux dizaines d'enquêtes. Saisie à son domicile. On la traite comme une vendeuse de drogue pour reculer 48 heures plus tard. Et l'histoire Rima Hassan qui fait ressortir le bon gars, et Alexandre Cormier-Denis et ses amis parisiens qui célèbrent. Ils célèbrent avec B'nai B'rith. C'est ça les droits tardés. Et il faut dénoncer ça, cher Alain. Oui, ce qui est triste, c'est que ces fameux droits tardés là, que je connais souvent très bien, qui ont été formés au Front National, on en a un qui... Le plus beau symbole, c'est Julien Rochdy. C'est un type qui croit être plus rusé que le diable, parce qu'en fait, les gens à qui il prête allégeance, en prétendant d'ailleurs les intégrer, puisque lui, il dit les Juifs sont blancs, je les accepte avec nous, comme s'il avait les moyens, lui, d'imposer ses conditions dans une coalition à Bolloré, Drahi et Le Crif. En fait, il est un tout petit joueur qui fait une offre de service en la présentant comme, comment dirais-je, une convergence civilisationnelle nécessaire par rapport à une agression extérieure. En fait, il fait une offre de service parce que il est formé politiquement, qu'il a été le président du FNJ et que là, il voit que Bardella se rapproche du pouvoir et il se dit que peut-être il pourrait obtenir un poste de conseiller. Et il sait très bien que si Bardella arrive au pouvoir, c'est parce qu'à un moment, en dernière instance, la communauté juive organisée qui tient la politique intégralement dans ses mains en France passerait par lui pour continuer à exercer un pouvoir dans une période de crise où il faut avoir, comment dirais-je, un masque identitaire, tenir compte d'une certaine colère populaire, essayer aussi de rééquilibrer une politique migratoire qui allait trop loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit très bien que nous avons des juifs de droite qui proposent de corriger les erreurs de juifs de gauche. Alors, c'est Sarah Knafo par rapport à Julien Drey. Mais quand même, in fine, c'est toujours maintenir le pouvoir dans les mains des mêmes, qui sont, je rappelle, moins de 1% de la population française. Et la question qu'on peut se poser, certes, ce que dit Sarah Knafo est plein de bon sens. Il faut effectivement faire machine arrière par rapport à cette politique d'immigration incontrôlée, mais est-ce qu'on ne pourrait pas le faire nous-mêmes? Ça serait ça l'explication. Pourquoi on ne pourrait pas, nous, Français de souche, d'élite, et ayant la formation pour et la légitimité, pourquoi on ne pourrait pas le faire nous-mêmes? Pourquoi faut-il toujours déléguer à ces gens? C'est ça le problème. C'est un peu l'idée que quand on veut faire un peu d'économie, il faut limiter les intermédiaires. Normalement, on n'a pas besoin de ces gens-là. Moi, j'explique depuis bien avant Elisabeth Lévy les problèmes qu'a rencontré la France. Mes premiers livres qui parlent de ce problème du danger de l'immigration, de l'ensauvagement des banlieues, je rappelle, c'est Jusqu'où va-t-on descendre? C'est 2002. Et je rappelle qu'à l'époque, je me prenais dans la gueule Anouk Aimé, né, je crois, Dreyfus, qui se levait de chez Ardisson parce qu'elle ne pouvait pas supporter d'être assise à côté de moi. Aujourd'hui, si elle était encore vivante, elle applaudirait des deux mains parce que je ferais rempart au danger de la conquête islamique. Hein, donc, la question, elle est là. C'est pourquoi faut-il encore, malgré tout ce que ces gens ont fait de mal à la France, continuer à passer par eux en termes de communauté pour réparer les dégâts qu'ils ont eux-mêmes créés? Est-ce qu'on ne pourrait pas tout simplement, à un moment donné, reprendre en main la France, hein, reprendre en main la politique française et la direction du pays? Pourquoi faut-il nécessairement passer par Sarah Knafo, Éric Zemmour et d'ailleurs tous les autres? Ça, c'est la question fondamentale. Et puis aussi, une autre question, c'est vous prétendez faire de Jean-Luc Mélenchon, qui est un bébé Mitterrand et qui a accompagné la politique du Parti socialiste, qui est responsable à peu près de tout le chaos dans lequel on est, que ce soit par l'immigration ou le LGBTisme, vous prétendez faire aujourd'hui de Mélenchon
l'héritier de Jean-Marie Le Pen. Je veux dire, il faut quand même pas exagérer. Ça finit par se voir, ces changements d'alliance, ces virages à 180 degrés. Et c'est quand même la preuve d'une capacité de ne pas faire son autocritique, parce que ce que vous reprochez aujourd'hui à la situation de la France, c'est vous qui l'avez créé. Hein. Donc aucune capacité d'autocritique, capacité de mensonge qui sous-entend un mépris total du goy pris pour un imbécile, hein, parce que c'est quand même pas très compliqué de voir aujourd'hui que non seulement Zemmour et Knafo, qui sont en couple, qui sont communautaires et pratiquants, tiennent exactement le discours que tenait Le Pen il y a encore quelques années, mais sans jamais lui rendre hommage, faire comme si Le Pen n'avait jamais existé. Donc non seulement ils tiennent le discours du Le Pen qui a existé politiquement sur ce discours, mais en même temps ils traitent Jean-Luc Mélenchon de Le Pen, alors qu'ils sont eux-mêmes les bébés Le Pen. Hein. C'est les bébés Le Pen, c'est Sarah Knafo. Et ils reprochent simplement à ce pauvre Mélenchon d'être resté fidèle à l'antiracisme immigrationniste qui a été imposé aux Français depuis les années 80. On ne peut pas faire plus obscène, plus malhonnête, et surtout plus destructeur pour la France que ce que font ces gens en ce moment. Hein. Voilà, c'est ça le constat. Oui, cher Arnaud, on parle donc de ce mensonge de ces élites juives qui disent régler le problème qu'ils ont eux-mêmes créé. Est-ce qu'on peut poser la question? Oui, bah, ça me rappelle effectivement la scène du ballet dans Walt Disney quand il fait une espèce de sort et les balais commencent à nettoyer et puis ça devient une situation où tout l'édifice est rempli de mousse à savon en fait. C'est un peu ça, c'est le truc du golem en fait, hein, le golem qui échappe toujours au contrôle de son créateur et qui finit par remporter tout sur son passage. Et on est dans la répétition, le cycle qui se répète ad vitam à sans fin, quoi, ad vitam aeternam. Et avec j'allais dire, il faudrait quand même ajouter quelque chose pour ceux qui y croient, parce qu'il y a des gens qui disent bon, même si c'est un peu immoral, un peu dégueulasse, ils vont quand même faire le travail nécessaire, c'est-à-dire enfin s'opposer à l'immigration incontrôlée, enfin régler le problème de l'ensauvagement des banlieues qui a été accompagné de A à Z en sacralisant le rap et le tag comme de l'art par Jacques Lang, hein, je rappelle, il faut citer les noms. Hein. À chaque fois, c'est la communauté qui pilote, hein, c'est jamais un Français de souche. Mais il faut se rappeler d'une chose. D'abord, la triangulation, qui est le principe même de la domination minoritaire, la triangulation, et aussi que le parti notamment de Zemmour s'appelle Reconquête. Or, Reconquête, ça fait référence à quoi? À la Reconquista espagnole. Quel a été le dernier acte de la Reconquista, pour ceux qui ont un peu de culture historique? C'est quoi? C'est-tu la conquête de la Grenade? Non, le dernier acte de la Reconquista, c'est quoi? Ouais. C'est l'expulsion des Juifs. Ah oui. L'expulsion des Juifs, excusez-moi, c'est pas rien. Donc, ces gens qui sont largement aussi intelligents que moi et qui ont une culture historique et toujours au service de la domination, quelle que soit l'époque et les forces en présence, ne se retrouveront jamais face à face à des gens comme Julien Rochdy, qui sont, je rappelle, des types d'extrême droite formés à l'antisémitisme radical. Il suffit de regarder d'où il vient. Hein, le GUD, voilà. Hein. Donc, ils savent très bien qu'à la fois, ils font une proposition de lutte contre le danger musulman et le danger immigrationniste, parce que souvent, c'est même pas musulman, c'est des Noirs hein, d'Afrique subsaharienne, mais ils ne le feront jamais, et ils ne le feront jamais totalement, parce qu'ils savent très bien que ça serait très dangereux pour eux. Une fois qu'ils auront fait le ménage, c'est eux qui passeront à la trappe. Ils le savent, puisque c'est l'histoire de la Reconquista espagnole et portugaise. Hein. Voilà, donc, de toute façon, en plus, je le dis aux droitards bien cons et bien soumis et bien collabos, qui aiment bien se faire traiter de goy et de traiter comme des goy, c'est qu'en plus, le résultat ne sera pas là. Ils ne feront qu'un petit rééquilibrage, comme un mix. Vous savez, un DJ avec une table de mixage qui monte un peu les aigus, qui baisse un peu les graves. Jamais ces gens-là ne se retrouvent dans une situation binaire, une situation duel, seul face à un seul opposant. Ils sont toujours dans la triangulation, ils maintiendront une gauche puissante, une droite puissante, ce qui est d'ailleurs le cas aujourd'hui, puisque malgré toute la colère et la souffrance française, le pouvoir reste dans la minorité macronienne, avec finalement un flotteur LFI, un flotteur RN, qui se neutralisent réciproquement, sur d'ailleurs des questions identitaires, alors qu'en plus socialement, ils sont impactés par la même crise. C'est globalement la petite classe moyenne française. Hein. Donc ça aussi, c'est un argument important. Quand on a une vraie culture de ce que c'est que la domination minoritaire et ce qu'elle implique, c'est-à-dire la triangulation, ces gens ne feront jamais
n'inverseront jamais leurs alliances totalement. Ils ne font en ce moment qu'un rééquilibrage. Ils sont allés trop loin vers la gauche immigrationniste et donc maintenant ils remettent un peu d'identitaire, mais ce n'est qu'un rééquilibrage pour se maintenir exactement comme un trimaran a besoin à un moment donné d'enlever un peu de flotte dans un des flotteurs pour ne pas risquer que le bateau chavire. Voilà. C'est un peu de délestage, Arnaud. Oui, c'est une forme de, oui, un petit peu à droite, un petit peu à gauche, avec toujours l'idée de rester au centre de gravité des forces en présence. Parce que dès qu'il y a une binarité, effectivement, c'est là où le voile se déchire complètement. Donc, il n'y a pas de solution, effectivement, dans ce contexte-là. Il faut reprendre les affaires de notre pays, faire la paix des braves, prendre le pays tel qu'il est aujourd'hui, en dépit des traumatismes qu'il subit depuis 50 ans maintenant, et partir de là, construire un avenir ensemble. On n'a pas le choix. On peut pas. Il n'y a pas d'alternative en fait. C'est ça que je veux dire. Mais j'allais dire que quelque part, oui. D'ailleurs, de montrer, ces gens-là nous montrent comme pays modèle et pays pour avancer politiquement Israël. Je rappelle qu'Israël est le pays le plus dangereux au monde, le pays obligé en permanence d'être dans une situation de guerre, le pays le plus dangereux d'ailleurs pour un juif, c'est le seul pays où on risque de se faire poignarder en attendant l'autobus, hein. C'est le paradoxe, c'était censé être le pays refuge, et c'est le pays le plus dangereux. Et prétendre aujourd'hui, dans une France qui était déjà relativement en crise, que la solution c'est Israël, regardez où en est Israël aujourd'hui, je le rappelle, hein, sous les bombes iraniennes, obligé de combattre le Hezbollah et le Hamas en même temps, État totalement dysfonctionnel, qui ne peut d'ailleurs se maintenir que par des prêts jamais remboursés, que ce soit d'ailleurs civils ou militaires, grâce à la domination qu'ils ont sur les États-Unis. Donc c'est une fiction, le fait qu'Israël serait le modèle pour la France. C'est l'anti-modèle. Comme État, Israël est l'anti-modèle absolu, puisque en fait c'est un État qui n'est pas viable en réalité, on le sait. Tout le monde, je crois d'ailleurs que chez les élites juives, il y a aujourd'hui un post-sionisme qui est déjà effectif, hein, on le voit par les repositionnements économiques et même géographiques, hein. Il y a des centaines de milliers d'Israéliens qui sont en train de se rabattre sur l'Argentine et la Patagonie. En réalité, que les droitards pensent que voter pour reconquête va les aider à se débarrasser des Noirs et des Arabes, et de penser qu'en fait Israël est le modèle de ce qu'on appelle une nation blanche viable et agréable, toute la réalité démontre le contraire. Donc on est vraiment face à je dirais, la bêtise liée au ressentiment, parce qu'en fait ils sont fixés sur ce qui est assez compréhensible. Un identitaire français s'est fait insulter de raciste et de fasciste par les gauchistes et les racailles depuis les années Mitterrand. Aujourd'hui, les mêmes qui les châtiaient leur disent « vous avez enfin le droit de répondre ». Donc évidemment, leur vision politique, c'est « j'ai enfin le droit de répondre aux gauchistes et aux racisés ». Parce qu'effectivement, ça s'appelle les médias Bolloré, les médias Drahi. Et ils ne voient rien d'autre, parce qu'en fait, ces droitardés sont des jeunes, je rappelle. Ce sont des post-adolescents. Or, un post-adolescent a toujours une vision beaucoup plus raciale que sociale, parce qu'un post-adolescent, c'est quelqu'un qui n'est pas très impliqué dans la réalité du travail, pas de femme, pas d'enfant, et souvent encore l'argent de poche de ses parents, ou des choses comme ça. Donc on est face à des immatures politiques qui sont traumatisés par des décennies d'humiliation par les gauchistes et les racisés, et qui aujourd'hui ne voient dans l'alliance avec ce qu'on leur propose que le droit de répondre sur ces deux questions racistes, fascistes. Donc on est en fait dans de la politique adolescente, on n'est pas du tout dans de la politique adulte. Dès qu'on arrive à l'âge adulte, d'ailleurs, ces gens-là ne sont plus très présents, hein. Et tout ça, je dirais, pour quelqu'un comme moi qui qui suis un identitaire, en fait, mais un identitaire français sérieux, c'est catastrophique de voir à quel point on a réussi à transformer ces droitardés là, qui se prétendent identitaires, en des taureaux qui foncent sur la mouletta en ne comprenant rien à la manipulation pour on va dire pour la masse, et puis pour les quelques élites comme Julien Rochdy, parce qu'ils pensent qu'on va leur donner une petite place au bout de la table. Parce que je rappelle, c'est des petites places au bout de la table, et alors qu'on sait très bien que ces gens-là vous liquident systématiquement à la fin, hein. C'est que on sait très bien qu'elle est pour un type qui vient de l'extrême droite et qui est en fait un antisémite qui se croit malin. Les autres l'ont parfaitement identifié. Ils le mettent au tapin et à la fin, non seulement ils le liquident, mais ils le liquident salement. On sait aussi que toute l'histoire le démontre, hein,
que le pire, ce qui a pu arriver à tous ces gens qui leur ressemblent, c'est quand ils ont passé une alliance avec, on va dire, notamment Saddam Hussein travaillant avec les néoconservateurs. Il a fini pendu, hein, je le rappelle. C'est pour ça que quand on a une certaine culture historique, un certain sens moral et un certain sens de l'honneur, on ne peut pas accepter ce deal avec Monsieur Golnadel. Et d'ailleurs, même aujourd'hui, un Finkielkraut qui était quand même en pointe sur la haine anti-française, sur ce basculement de gauche à droite, parce que je rappelle, il vient de l'extrême gauche, hein, si on regarde ses écrits de jeunesse. Même lui, aujourd'hui, qui est pas bête, je rappelle, il est académicien, hein, académicien français. Il prend ses distances, il vient de sortir un livre pour dire qu'il ne se reconnaît plus du tout dans le judaïsme de Netanyahou, hein, alors qu'en fait, il a accompagné la montée en puissance de Netanyahou pendant 30 ans, hein, mais maintenant, il se reconnaît plus dedans. Donc ça aussi, c'est des marqueurs. On va voir émerger demain des juifs qui auront bien intégré le discours de Soral et qui vont se dire c'est le moment de se repositionner en honnête homme, en universaliste, et de dire nous n'avons jamais cru à tout ça, nous n'en avons jamais été. Vous voyez, comme le collabo, vous savez, qui va vite tondre une femme à la libération, vous savez, qui se dépêche d'aller tondre une femme pour être du bon côté face au FFI. Vous voyez, ça, c'est ce qu'on va voir demain aussi. Hein. Il faut s'y préparer. Hein. Oui. L'émission tire à sa fin, Yann. Je te demanderai de passer à une conclusion, une question pour terminer cette... Pour peut-être préparer une prochaine entrevue, on a parlé beaucoup de l'Empire judéo-chrétien aujourd'hui et de ses doubles standards, avec une avant-garde éclairée mondialiste. Et c'est ce que j'ai découvert aussi dans votre livre qui était un précurseur 15 ans en avance. Des alphabets, des races. Les alphabets, c'est les LGBT. Les races, la lutte contre l'antiracisme, la lutte pour l'antiracisme. Et troisième partie de cette avant-garde éclairée, une gynocratie, un matriarcat. Et donc, c'est un défi au Québec, dans la francophonie, de parler de cette union de golem de chair qui nous a servi, nous les chrétiens, nous les Européens. C'est un défi de parler aux boomers de cette féminisation que vous avez dénoncée aussi. Et je voudrais en parler avec vous parce que les Juifs, la Juiverie internationale, les sionistes, les Israéliens nous divisent avec ce féminisme qui dégénère notre société. Et j'ai de la misère à parler de ça au Québec. Comprendre l'époque. Il y a 3 livres importants qu'il faut lire de chez moi pour se muscler un peu le cerveau. Bon, j'en ai écrit 14 hein, déjà. C'est quand même Vers la féminisation, comprendre l'Empire et comprendre l'époque. Là, je pense que vous avez toutes les clés pour comprendre l'ingénierie sociale de domination impériale qui avance depuis les années 80 de manière accélérée et qui ont nécessité en France notamment l'éviction de Gaulle et de ce qu'il représentait au début des années 70, hein, puisque 69, quoi, voilà. Et là, les choses prennent, comment dirais-je, c'est clair, ont du sens. En réalité, il n'y a rien d'absurde dans tout ça. Il y a une vraie stratégie très intelligente qui s'est mise en place et qui malheureusement a avancé de plus en plus facilement parce que il y a eu de moins en moins de gens pour leur tenir tête, puisqu'en fait, il y a eu un travail, notamment en France, de ce qu'on appelle la centrifugeuse. Le système de nomination a mis sur la touche tous les gens qui avaient les moyens de comprendre, et ça a été un message envoyé aux autres. Si vous voulez garder vos places, il faut que vous évitiez certains sujets, il faut que vous adhériez à certains narratifs. Et moi, je suis arrivé en tant que post-boomer à 20 ans au début des années 80, et j'ai vu tout ça se mettre en place. C'est malheureusement toute ma vie d'adulte, entre 80 et aujourd'hui, j'ai vu ce travail que j'appelle la destruction de la France, hein, la destruction de la France par cette, je dirais, cette coalition, parce que là, il ne faut pas parler de communauté, mais de coalition, que des gens lucides, comme pas des moindres, hein, comme par exemple M. Poutine appelle le satanisme. Hein. Nous sommes face à des gens qui sont profondément habités par le mal, c'est-à-dire que tout est basé mal des vampires. Tout est basé sur le mensonge, le mépris et le pouvoir comme abus de pouvoir. C'est-à-dire que pour ces gens-là, et là on voit bien d'ailleurs, on en pourra en parler une autre fois parce qu'on arrive à la fin, Epstein arrivait comme figure canonique de cette épopée. Ça donne à la fin Epstein au sommet. Hein. Voilà. Et qui est un produit de synthèse avec... on va pas aborder ça tout de suite, mais de quoi Epstein est fait. Ça résume absolument tout ce processus que j'appelle comprendre l'Empire, ce processus impérial
que moi que j'ai étudié dans ce livre et qui a eu ses étapes, ses accélérateurs. Et aujourd'hui, j'espère, parce qu'il faut vivre d'espoir, qu'on arrive à cette période de dévoilement, c'est-à-dire de fin de ce cycle, voilà. Mais qui est la période la plus dangereuse, forcément, hein, le moment où l'Empire est menacé et un peu terminal, c'est la période néronienne de l'Empire romain. C'est là où la période de plus grande folie et de plus grand danger. Oui, oui. C'est quand l'empereur est au plus faible qu'il est le plus tyrannique quand on fait l'histoire de la Rome antique. Merci. On va donner un mot de la fin aussi à Arnaud Develay. Arnaud? Oui, pas grand-chose à rajouter. Je pense qu'on a fait un bon tour de la question. Je dirais que quelque part, c'est intéressant. Il y avait certaines personnes déjà à l'époque qui nous avaient donné des petites graines. Fallait juste, comme on appelle, des œufs de Pâques dans leurs œuvres. Bon, ça, des gens comme Walt Disney, par exemple, qui, par exemple, on parlait effectivement de l'île au plaisir, l'île de tous les péchés. Pinocchio. Rappelez-vous dans Pinocchio, voilà, avec les vauriens qui viennent chercher l'innocence pour lui promettre la jouissance sans entrave, sauf que tout se paie et que la livre de chair doit être payée. Donc, c'est quelque part un rappel que le travail, l'honnêteté et l'endurance, l'endurance dans le travail qui doit être fait. Il n'y a pas de raccourci possible. Est au cœur du jeu. Sinon, on rentre dans des tractations avec des conséquences qui souvent nous dépassent. C'est comme le pacte avec Méphistophélès dans Goethe. Exactement, ou Faust. Ouais. Merci, Yann Rochdy. Ça a été vraiment apprécié. Là, tu as lu Comprendre l'Empire. Oui. M. Soral t'a présenté Comprendre le féminisme. Je sais que tu aurais aimé aborder la question plus longuement avec M. Soral. Ça sera pour une autre émission parce qu'effectivement, la féminisation de la société au Québec, on a vécu ça à puissance 1000. Puis en France aussi, on dirait que c'est un mal aussi qui est francophone. Là. On va approfondir ça dans une prochaine émission. Monsieur Soral, vous vivez quand même, là, vous avez dû vous expatrier en Russie. Puis comment on fait pour encourager égalité et réconciliation? Il y a des Québécois qui m'ont demandé ça, qui vous découvrent, puis on aimerait ça vous encourager. Eh ben, il y a plusieurs moyens. Il y a soit de s'abonner à mon site personnel qui s'appelle alain-soral.com. Ça, c'est la façon la plus directe. Le site Égalité et Réconciliation, qui est un site de réinformation, est gratuit et sans publicité, mais nous avons parallèlement une maison d'édition qui s'appelle Contre-Culture, qui édite et qui réédite des ouvrages nécessaires à la bonne compréhension du monde et que beaucoup de gens ne veulent pas rééditer ou éditer. Donc, acheter des livres de Contre-Culture, qui sont en général pas très chers et très bien faits. Il y a aussi s'abonner à la lettre Faits et Documents, qui est comme que Ratier nous a transmis, qui permet de comprendre. Ce qui est le plus important en politique, c'est les réseaux, la réalité des réseaux. Parce qu'en général, on comprend les idées et les individus, les personnages et les idées. Entre les deux, il y a les réseaux, ce qui fait tout, et c'est souvent ce qui est le plus occulte. Et donc, pour ça, Faits et Documents. Donc, acheter des livres chez Contre-Culture, vous abonner à Faits et Documents, ça coûte 9 € par mois, je crois. Donc, c'est pas cher par rapport aux cigarettes qui vous donnent le cancer. Voilà, c'est les manières d'aider, c'est ça. C'est s'abonner à alain-soral.com, acheter des livres chez Contre-Culture, vous abonner à Faits et Documents. C'est en plus, il y a un échange. Il y a un échange. C'est-à-dire que ça, c'est pas le denier du culte. Il y a une valeur ajoutée. Il y a une valeur. Il y a une cagnotte aussi, donc, Alain, je crois, non? Comment? Il y a une cagnotte, il me semble. Depuis que je me suis installé en Russie, j'ai une cagnotte à laquelle on accède sur le site Égalité et Réconciliation pour m'aider à m'installer en Russie. C'est la cagnotte qui est en une en ce moment. Alors c'est amusant parce que c'est une cagnotte américaine qui est protégée par le premier amendement. Dès que je l'ai ouverte, elle a été fermée sur la plainte de nos amis de la communauté. Et alors ils me l'ont fermée, ils ont fait une enquête approfondie et ils l'ont réouverte parce que selon le premier amendement,
on n'a absolument pas le droit de me fermer ma cagnotte, alors que je vous garantis que toutes ces cagnottes qui existent en France, comme Tipeee, etc., je suis interdit systématiquement, selon la formule constatée, pour non-respect des règles de la communauté. On ne sait jamais quelles règles et quelle communauté, mais on peut en avoir une petite idée. Tout ça hors la loi systématiquement. Et donc, par le premier amendement, il y a quand même la mairie qui a certaines qualités, cette cagnotte est fonctionnelle. Voilà. Donc, si vous voulez m'aider, en ce moment, le plus direct, c'est ça. C'est la cagnotte qui est pour soutenir Alain Soral et l'aider à se réinstaller. Car je rappelle que j'ai tout abandonné pour venir pouvoir continuer à m'exprimer en abandonnant tout ce que j'avais derrière moi. Hein. Je suis venu avec une valise. Je suis la Tata Rachel actuelle, vous voyez, c'est moi le juif errant aujourd'hui. Voilà, si vous voulez m'aider, il y a ça aussi, la fameuse cagnotte. Donc vous voyez, il y a plusieurs manières d'aider. Et souvent, c'est en m'aidant, vous vous aidez aussi. Voilà. Oui, parce que vous êtes rendu le réfugié de Victor Hugo dans sa grande lettre qu'il avait faite. Vous êtes ce réfugié-là, et si on réussit à vous faire taire, c'est nous les prochains. Oui, bah, de toute façon, moi j'avais le choix entre la prison et l'exil, et j'ai choisi l'exil, ce qui est quand même aussi assez récurrent dans l'histoire. Les gens qui se moquent, qui se gaussent, qui me disent j'ai fui la police, j'ai fui la justice, j'ai fui la prison. Oui, bien sûr, comme souvent, des gens qui ont mis au-dessus de tout ce qu'ils pensent être le combat pour la vérité, effectivement, dans toutes les époques, ce genre de personnages subissent des persécutions du pouvoir. Donc je vois pas pourquoi ça étonne certains et que ça en fait ricaner d'autres. Oui, je m'inscris dans une tradition de personnes qui disent des choses suffisamment gênantes pour un pouvoir en place, pour que, alors que c'est quelqu'un qui fait des analyses et qui écrit des livres, hein, j'ai jamais ni volé ni tué personne, pourquoi effectivement on me promet en France jusqu'à 9 ans de prison, et en Suisse, j'avais déjà pris plusieurs mois de prison et j'allais passer à 2 ans, et j'ai quitté je suis passé de l'autre côté du rideau de fer, j'ai quitté le monde libre pour pouvoir continuer simplement à m'exprimer comme je le fais devant vous. Et il me semble que ce que je dis est fondé sur 2 piliers fondamentaux, la raison et la morale, il me semble. Hein. Merci beaucoup, M. Soral. C'est très apprécié de partager vos connaissances, votre expérience ici au Québec. On en a grandement besoin. Puis un grand merci pour votre générosité. La générosité attire la générosité. Donc, j'incite fortement les Québécois à souscrire à votre cagnotte. Vous faites égalité et réconciliation. S'il y a de quoi, Yann Rochdy et moi, là, on va mettre les références dans les commentaires de l'émission, là, tout de suite après l'émission. Arnaud Deblé, un gros merci pour nous amener Alain Soral à l'émission. C'est très apprécié. Donc, puis on a battu des records. Là, on est diffusé en simultané à Lux Média, qui est un média indépendant au Québec très connu. Ils ont battu des scores de visionnement la semaine dernière avec M. Soral, et ça fait parler beaucoup au Québec. Puis un grand merci pour vous deux, à vous deux. Merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt.